Imagine un instant, en juillet 1944, dans un hôtel un peu perdu, au fin fond des montagnes du New Hampshire, 44 délégations du monde entier se réunissent. Leur mission ? Décider de l'avenir économique de la planète. Et ce qu'ils font, c'est donner les clés du système monétaire mondial à un simple bout de papier vert. Pas de bombe, pas d'invasion, juste une signature qui transforme le dollar en roi incontesté. Mais comment, diable, une simple pièce de monnaie devient-elle la référence absolue, le standard par excellence ? Pour comprendre ça, il faut revenir au chaos d'avant. La Seconde Guerre mondiale vient de ravager l'Europe. Les villes sont en ruine, les économies à genoux. Une grande partie de l'or mondial a traversé l'Atlantique, fuyant les conflits, et dort désormais tranquillement dans les coffres américains. On parle de 75% des réserves mondiales. La livre sterling, autrefois reine des monnaies, est exsangue. Et les devises européennes se dévaluent les unes après les autres, dans une spirale infernale. Personne ne veut revivre la folie des années 30, où chaque pays dévaluait sa monnaie pour tenter d'exporter à moindre coût, plongeant tout le monde dans une crise encore plus profonde. Pour reconstruire le commerce international et éviter une nouvelle catastrophe, il faut un socle stable, une ancre solide. Il faut une valeur sûre, unique et surtout convertible. Et là, qui se retrouve en position de force ? Les Américains, bien sûr. Ils sont les seuls à posséder l'or, une industrie florissante et une armée victorieuse. Leur proposition est simple, presque audacieuse. Accrochez vos monnaies au dollar et nous, on garantit que le dollar sera convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. C'est un peu comme s'il disait « Faites-nous confiance, notre dollar c'est de l'or liquide ». C'est donc dans cet hôtel Mount Washington, devenu le centre nerveux de la planète, que tout se joue. Le 22 juillet 1944, les accords sont signés. Le dollar n'est plus juste une monnaie. Il devient l'étalon or indirect, la monnaie pivot. Toutes les autres monnaies s'y accrochent, un peu comme des planètes autour d'un soleil géant. C'est à ce moment-là que naissent aussi des institutions clés comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, chargées de veiller à la stabilité et de financer la reconstruction. Le mot « dollar » entre alors dans les dictionnaires de pas moins de 150 langues, preuve de son nouveau statut universel. Le résultat est immédiat et spectaculaire. Les États-Unis peuvent imprimer des billets que le monde entier accepte comme s'il s'agissait d'or pur. C'est le début de la grande vague de reconstruction. L'Europe a besoin de tout, pétrole, blé, acier, et tout se paie en dollars. En seulement 10 ans, le commerce mondial triple, la croissance est partout. On parle alors, et à juste titre, du siècle américain. Le dollar est devenu aussi fiable que l'or, as good as gold, un gage de confiance pour un monde en pleine reconstruction. Alors, si tu viens de comprendre pourquoi ton café du matin, ton téléphone et même l'essence que tu mets dans ta voiture ont tous, d'une manière ou d'une autre, un prix en dollars, tape dollar en commentaire et lâche un like. C'est le meilleur moyen pour que l'algorithme ne nous oublie pas. Mais les années 60 tournent au vinaigre pour Washington. La guerre du Vietnam et les programmes sociaux flambent les dépenses. Les billets verts s'échappent massivement vers l'étranger et la confiance commence à s'éroder. Les banques centrales européennes, qui détiennent d'énormes quantités de dollars, frappent à la porte des États-Unis. On veut notre or, s'il vous plaît. Les réserves américaines fondent à vue d'œil. C'est le fameux dilemme de Triffin qui se manifeste. Pour fournir suffisamment de dollars à l'économie mondiale, les États-Unis devaient accumuler des déficits, ce qui finissait par miner la confiance dans la convertibilité du dollar en or. Le 15 août 1971, le président Nixon prend une décision radicale. Il suspend unilatéralement la convertibilité du dollar en or. C'est la fin du système de Bretton Woods tel qu'on le connaissait. Le monde entier retient son souffle. Beaucoup pensent que le dollar va s'effondrer. Erreur. Contre toute attente, il ne s'écroule pas. Pourquoi ? Simplement parce que les entreprises, les banques et les géants du pétrole continuent de facturer en dollars. Par habitude, par confiance, mais surtout par absence d'alternatives crédibles à l'échelle planétaire. C'est la naissance du pétrodollar. L'OPEP décide de fixer le prix du brut en dollars et tout le monde a encore besoin du billet vert pour faire tourner ses voitures et ses usines. En 1976, les taux de change flottants deviennent officiels. Mais le dollar reste la monnaie de référence, même sans un gramme d'or dans ses coffres pour le soutenir directement. Aujourd'hui, la domination du dollar est une réalité froide et chiffrée. Près de 87% des opérations de change internationales passent par le dollar. Les banques centrales du monde entier conservent environ 60% de leurs réserves en billets verts, signe de sa fiabilité perçue.
environ 40% de la dette souveraine mondiale, est libellée en dollars, ce qui signifie que de nombreux pays empruntent et remboursent dans cette monnaie. Et ce n'est pas tout. Pas moins de 72 monnaies locales sont explicitement ancrées au dollar, directement ou indirectement. Le résultat, lorsque la Réserve fédérale américaine, la Fed, remonte ses taux d'intérêt, l'impact se répercute partout. Les prêts immobiliers en Indonésie, les emprunts d'État en Argentine ou les coûts de financement en Côte d'Ivoire sont directement affectés. C'est comme si le dollar était devenu le thermostat global de la finance mondiale, réglant la température économique pour tous. Cette suprématie offre aux États-Unis un avantage colossal, souvent appelé le privilège exorbitant. Ils peuvent financer leur déficit massif en émettant simplement une monnaie que tout le monde veut et doit utiliser. C'est une position enviable, mais elle crée aussi des tensions. Le fameux dilemme de Triffin persiste. Pour que le monde continue de croître et d'utiliser le dollar, il faut que les États-Unis émettent toujours plus de dollars, ce qui implique plus de dettes américaines et, potentiellement, un risque accru pour la confiance à long terme. Face à cette hégémonie, certains pays tentent de dédollariser. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, évoquant l'idée d'une monnaie commune. La Chine pousse à la facturation en yuan et la Russie vend son pétrole en roubles ou en dirhams. Mais pour l'instant, le réseau d'infrastructures financières, les innombrables contrats et les habitudes profondément ancrées autour du billet vert restent colossaux. Le roi n'a plus d'or sur la tête, c'est vrai, mais il a encore des alliés partout, dans les ports du monde entier, sur les serveurs informatiques des banques et sur les tablettes des traders qui animent les marchés. En 1944, une poignée de diplomates a transformé un simple billet en souverain universel. Le lien avec l'or est rompu depuis plus d'un demi-siècle et pourtant, le dollar continue de régner. Sa force ne vient plus de l'or, mais d'un mélange puissant de confiance, d'habitude et surtout de l'absence d'une alternative crédible et prête à l'échelle planétaire. Demain, une nouvelle réunion au sommet pourrait-elle inventer la prochaine monnaie mondiale ? L'histoire nous dira si le roi dollar finira comme la livre sterling, relégué au second plan, ou s'il saura, une fois de plus, se réinventer pour conserver sa couronne.